Bonjour à tous et aujourd'hui on va parler d'un sujet que je connais vraiment pas. Bon, peut-être un peu. Quand on parle de cinéma, on pense beaucoup à des œuvres de fiction, comme par exemple Star Wars, Marvel, Indiana Jones, Back to the Future. Mais souvent ce sont des œuvres créées par un ou plusieurs humains avec une idée qui n'est jamais réellement arrivée dans le monde réel. Puisque j'ai vérifié là, mais dans notre monde, il n'y a pas de sable laser, il n'y a pas de méchant intergalactique qui veut détruire la moitié de la population en un claquement de doigts, il n'y a pas d'aliens cachés par des nazis, et il n'y a pas plus de machines à remonter dans le temps en forme de voiture. Pourtant, si un domaine se développe ces dernières années dans le cinéma, c'est les biopics ou biographic pictures. Et des biopics, ça date pas d'hier. En fait, ça date d'il y a hyper longtemps. Ça fait partie des premiers films réalisés dans le monde du cinéma. On retrouve des biopics dont un sur Marie, la reine des Écossais, sorti en 1895, et un sur Cléopâtre, sorti en 1899. Eh oui, il y a un film de plus de 100 ans qui fait une meilleure Cléopâtre que Marion Cotillard. Et dans les 2 dernières décennies, on a commencé à retrouver des biopics sur des personnages modernes et pas que des personnages historiques. Puisqu'on a eu une mode Seconde Guerre mondiale avec des films comme The Darkest Hour dédié à Winston Churchill et Les 10 derniers jours d'Hitler dédié à Hitler, vous êtes bon. Mais on a commencé à s'attarder à des personnages plus modernes que historiques, comme par exemple The Social Network dédié à Mark Zuckerberg et Facebook, mais aussi Steve Jobs qui est dédié à Squeezie. Mais voyons, Chris, c'est facile. Mais comparé à ce que croient les Américains, il n'y a pas que sur la planète. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un biopic sur une personnalité française, Coco Chanel. Eh ben oui, hey, je m'y connais en mode, là, on prend des photos au hasard, là. Checker comment mon style vestimentaire est égal à ma joie de vivre. Coco avant Chanel est un film qui parle de plein de sujets différents. De Chanel, de couture et de liberté. Le film s'ouvre sur 2 enfants, Gabrielle et Antoinette, qui sont à une orphelinat de religieuses. Et elles attendent leur père. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Petite avance dans le temps, Gabrielle s'en va faire des choses amateurs dans sa vingtaine et rencontre un certain Étienne Balzan. C'est super. Enchanté. Quoi? Pourquoi vous me regardez? Vous vous attendiez à une blague, là? Et Balzan est très charismatique et romantique. On peut prendre un extrait au hasard, là? Allez chier! Balzan invite Gabrielle à dîner et après ça faire etc. Quoi? Il est où le problème? Grâce à Étienne Balzan, Gabrielle réussit à faire des auditions qu'elle échoue. Eh ben oui, eh ben bravo, hein. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Bon, on va se dire, c'est pas fameux, mais je serais pas mieux, là. Y a aucune chance que ça coupe pis qu'il y a un sketch de moi. Gabrielle se rend au château de Étienne Balzan, prétextant être perdue. C'est parce qu'elle avait perdu le sexe. Balzan l'accueille chaleureusement dans son manoir malgré son arrivée à l'improviste, mais il y a des conditions. Bon, vous savez, c'est l'époque, les femmes avaient pas beaucoup de droits, il y avait comme un gros gap de différence entre Étienne Balzan et Gabrielle Chanel, fait que les conditions c'est très simple, tant que vous faites le sexe. Balzan lui présente sa maison et ses passions, les chevaux. Parce que oui, pour habiter chez Balzan, il faut s'y connaître en chevaux, surtout en sa queue de cheval. D'ailleurs, Balzan fait découvrir le monde des chevaux à Gabrielle en invitant une course équestre. C'est là-bas qu'elle va retrouver sa sœur Antoinette qui s'était mariée avec son baron. Entre-temps, le contrat de Balzan avec Gabrielle s'est terminé parce que oui, Coco Chanel ne devrait que rester 2 jours chez Balzan. Sauf que bon, elle fait sa petite rebelle. En fait, elle brise les règles. Elle les fait à sa manière. Non, j'aime mieux. Elle crée les règles. Eh ben oui, c'est Coco Chanel qui crée les règles. Eh ben oui, madame, c'est la faute à Coco Chanel si vous saignez 1 semaine par mois. Je me suis perdu, là. Alors que Gabrielle devrait être partie, elle rentre dans un pique-nique. Mais genre, littéralement, elle rentre dans un pique-nique et rencontre Emilienne, qui deviendra la meilleure amie de Coco Chanel, qui est une comédienne de renom. Mais pour le moment, c'est pas mal juste une bitch de riche. La vie de Coco Chanel se renouvelle peu, un peu comme le film, jusqu'à temps qu'il rencontre un certain Boy Capel. Boy Capel, c'est un Anglais qui est très différent et qui va attirer Coco Chanel parce que, justement, il est extrêmement différent. Lui, il aime les femmes, comparé à Balzan qui aime les chevaux, l'alcool, le sexe. J'ai vraiment pogné le pire perso. Boy est charmant. Il complimente Chanel alors que Balzan perd juste son temps à l'envoyer chier. Mais en fait, en réalité, cet amour naissant entre Chanel et Boy rend jaloux Balzan parce que Balzan veut la garder pour elle. Bon, c'est un cave là, en gros, là, ça ressemble à ça. Et vu que Balzan c'est un connard jaloux, lui puis Gabrielle se chicaneront parce que malheureusement, on peut pas changer Balzan. Balzan c'est Balzan. Puis j'aurais essayé. On peut pas.
Gabrielle commence vraiment à développer son industrie de couture grâce à Emilienne, en même temps que Boyd Harris à la manière des années 40. Après une partie de cache-cache que si un homme attrape une femme, il la viole, Gabrielle commence à tomber amoureuse du boy qu'appelle. Et quand je vois Balzan qui a eu plein de relations et qui fait l'amour avec plein de femmes en même temps, et qu'appelle que sa limite seule relation est avec Chanel, et ben je me dis que la société en travail aujourd'hui a tellement peu changé. Pour être populaire auprès des femmes, faut s'en calisser ben raide. Malheureusement, l'histoire d'amour entre Capel et Gabrielle sera de courte durée. Parce que, bon, ils font crac-crac et Capel meurt. En fait, Capel meurt dans un accident d'auto. Et ensuite, Chanel commença à vraiment bâtir son empire Chanel. Et le film s'arrête. Ben, en fait, c'est assez logique. Le film s'appelle Coco avant Chanel. Le but, c'est de parler de sa vie avant qu'elle devienne célèbre. Mais là, on va faire une petite aparté et on va continuer sur le restant de sa carrière. Chanel continue de son épopée dans le monde de la mode et ça paye. Et s'allie avec des grands artistes de l'époque comme Picasso et Stravinsky entre autres. Mais d'ailleurs, Chanel ne fait pas que de la couture pour des modèles masculins, elle fourre aussi avec. En 1921, elle aura une relation avec le grand-duc Dimitri Pavlovitch de Russie, un cousin d'un tsar. La même année, elle enchaîne avec un poète français, un artiste français important et d'arrière-petit-fils de Victor Hugo. En 1924, elle commence à sortir avec Hugh Richard Arthur Grosvenor, l'homme à l'époque le plus riche d'Angleterre, et ben oui, à qui elle emprunta des costumes masculins pour ensuite les mettre à la mode féminine, comme le chandail, le béret et le tweed. Chanel fut aussi l'une des premières à lancer la mode des femmes aux cheveux courtes et en 1926 créa la célèbre petite robe noire, l'un des classiques de Chanel des années 20 et années 30. Chanel n'est pas seulement bonne dans la création de vêtements et dans les relations amoureuses, elle est aussi bonne dans les parfums. Aidée du fameux Ernest Beau, elle créa Gardenia, Bois des Îles, Cuir de Russie, mais surtout le plus connu, Chanel numéro 5. On va faire une petite aparté sur Chanel numéro 5 parce que son histoire est assez intéressante. Mais avant tout le contexte. Quand le parfum Chanel numéro 5 sort, c'est un classique monumental. Tout le monde en met, c'est un succès mondial. Face à la forte demande du parfum, Chanel s'associe à la famille Werthemer, une famille qui possède un large réseau de distribution de parfums. Pour que ce soit légal, l'argent généré par les parfums doit aller dans une entreprise qui se nommera Parfums Chanel et qui appartient à 70% à la famille Werthemer et à 30% à Chanel. Puis quelques années plus tard, ça changera, 90% pour Werthemer et 10% pour Chanel. Sauf qu'en 1939, un événement mondial va plonger l'Europe dans la misère. Et c'est évidemment la Deuxième Guerre mondiale. Chanel voit donc une opportunité au contexte que les Allemands nazis ont envahi la France pour récupérer tout l'argent généré par le parfum Chanel numéro 5 qui, je vous rappelle, appartient à 90% à la famille Werthemer. Pourquoi? Eh bien c'est parce que la famille Werthemer est une famille juive. Et donc, en dénonçant cette famille juive-là, en disant « ils font de l'argent », eh bien Chanel pourrait récupérer les bénéfices. Chanel va donc voir les autorités allemandes qui ont envahi la France pour leur dire, je cite, « Ouais, puis il y a des juifs qui possèdent mon entreprise, ils ont fui aux US pour pas se faire tuer. Ce serait possible de trouver un arrangement pour que je récupère mon entreprise? » Ok, elle a pas dit de même, mais je trouve ça plus drôle. Sauf que la famille Werthemer, qui ont prévu qu'à un moment donné, il y a les nazis qui allaient cogner à leur porte un jour à l'autre, eh ben ils ont prévu le coup. Et ils ont donné tout l'argent, en fait, ils ont donné tous les bénéfices de 90%, là, ils ont donné à Félix Amiot, qui est fuck all juif, et qui est un Français, pour assurer la protection de l'entreprise Parfum Chanel. La Deuxième Guerre mondiale est importante pour Chanel, car elle rencontra le baron Hans-Günther von Dinklage, un agent du renseignement allemand. Les deux auront une belle relation amoureuse et qui continuera après la guerre. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, vu qu'elle sort un nazi, elle peut pas juste être la blonde du nazi. Et donc, anecdote vraie, Gabrielle Coco Chanel passera de quelqu'un de la couture à un agent espion nazi. Et son nom de code est Westminster. Et sa première mission, Model Hot. Vous savez, tantôt, quand j'ai dit que Gabrielle Chanel étant une célébrité, est amie avec un peu n'importe qui, et surtout un peu plein de gens riches du monde. Et ben, elle est amie aussi avec une célébrité un petit peu importante de la Seconde Guerre mondiale, Winston Churchill, que je vous ai parlé un peu plus tôt. Chanel doit convaincre le premier ministre du Royaume-Uni via une lettre transmise par Vera Bate Lombardi, que le Royaume-Uni et l'Allemagne devraient faire une alliance et arrêter de se chicaner. Ben oui. Sauf que la mission échoue, parce que Lombardi dénoncera Chanel aux autorités britanniques comme étant une espionne nazie.
Et en réalité, selon des témoignages de ses proches, Chanel qui serait du bord des nazis, eh ben, c'est assez logique. Parce que il paraît que ce serait vraiment une grosse antisémite. Post-guerre, Chanel s'exile en Suisse, en chialant sur le style de la nouvelle mode, Christian Dior. C'est dans les années 50 que Chanel reviendra sur le territoire français pour d'abord faire un flop et ensuite pour sortir le tailleur en tweed, un nouveau classique signé Chanel. Sur sa fin de vie, Chanel est tyrannique, ne pense qu'à elle et envoie chier la jeunesse. Elle mourra le 10 janvier 1971 à l'âge de 87 ans à l'hôtel Ritz à Paris. Chanel restera malgré tout dans la tête des gens comme une créatrice de mode et de parfums de génie. Gabrielle Coco Chanel marqua son époque comme elle marque encore celle d'aujourd'hui. Chanel n'est pas que de la nouvelle mode, mais c'est aussi de l'indépendance de la femme et de la liberté des femmes. Parce que oui, Chanel, c'est de la couture, mais c'est de la liberté. Donc, que pense un gars de Chanel? Je pense que ce que pense un gars de Chanel, on s'en calisse. Mais je pense que ce qui est important, c'est de vous remercier d'avoir été présent. Merci de me suivre et on se revoit une prochaine fois. C'est ciao!